Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On vous laisse 2 minutes pour attendre que tout le monde arrive. On vous a préparé 2 petits sondages si vous les voyez. N'hésitez pas à mettre un mot dans le chat pour nous dire si vous nous entendez bien, si vous voyez bien. Et puis on vous laisse compléter les 2 sondages en attendant que tout le monde arrive. Bonjour à tous. Vous devez les voir en bas à droite, le sondage, s'il ne s'affiche pas directement. Bon, je pense qu'on ne va pas trop tarder pour démarrer. Je regarde si les sondages se remplissent. Pour l'instant. Est-ce que vous les voyez bien, les sondages? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas de réponse pour l'instant. C'est en bas à droite. Si vous... Ok, merci Hélène. Préciser. Bon, n'hésitez pas à compléter. L'idée, c'est de commencer dès maintenant à vous mettre dans le sujet avant qu'on démarre. Ok. On y va? Hop, bonjour à tous. C'est parti. Alors, on est ravis de vous présenter les résultats de ce baromètre de l'expérience collaborateur Blooming, sur lequel on travaille depuis quelques semaines. Et donc, on va pouvoir vous présenter. On va commencer par se présenter et puis on vous présentera le déroulé du webinaire. Donc, je suis Gaëlle Tavernier, moi je suis en charge de l'expertise RH chez Blooming, donc j'ai un parcours plutôt performance RH dans des grands groupes avant et j'ai rejoint Blooming il y a 2 ans pour partager mon expertise à la fois dans le produit et dans l'accompagnement des clients. Et je laisse la parole à Marc qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marc Rota, directeur des opérations clients chez Blooming. Et moi, j'ai un passé dans l'univers des sondages pendant une dizaine d'années, et ensuite plutôt dans le digital. Et voilà, je suis ravi aussi d'être là pour vous présenter les résultats de ce baromètre. Et peut-être avant de débuter dans le vif du sujet, quelques éléments sur Blooming pour tous ceux qui ne nous connaissent pas forcément. Donc très rapidement, Blooming, c'est le spécialiste aujourd'hui français du feedback collaborateur, qui se fonde finalement sur 2 solutions aujourd'hui. Blooming Pulse Survey, qui est dédié au feedback collectif et qui permet de mesurer l'engagement ou suivre vos parcours collaborateurs ou tous vos sujets spécifiques. Et puis Blooming 360 Feedback, qui permet, à partir de feedback plutôt individuel, d'aller travailler le développement personnel ou l'évaluation. On travaille aujourd'hui pour plus de 300 clients, ce qui représente environ 1 million de collaborateurs dans le monde. Ce sont plus de 20 pays et 15 langues interrogées sur l'année, avec quelques exemples de clients avec qui on travaille aujourd'hui. Et l'autre élément, c'est qu'on va travailler avec nos clients en partenariat, donc sur l'ensemble de leurs cas d'usage, de l'entrée du collaborateur potentiellement jusqu'à son départ, sur les différents cas d'usage que vous voyez ici à l'écran, recrutement, intégration, etc. Et notre postulat, c'est que l'expérience collaborateur, c'est un long chemin, une longue marche dans laquelle il faut s'attacher à enlever les petits cailloux dans la chaussure tout au long de cette marche pour rendre cette marche plus agréable. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire et ce que l'on fait au quotidien avec nos clients. Et l'autre élément également, sur tous ces cas d'usage, c'est qu'on apporte de l'expertise. Donc pour l'ensemble des cas d'usage, on va avoir des experts bien sûr, mais aussi dans l'outil directement des bibliothèques de questions dédiées, des modèles et potentiellement du contenu associé. Et enfin, pour finir là-dessus, c'est qu'on apporte en fait une expérience qui est plutôt unique pour les collaborateurs, pour vos collaborateurs. Le premier élément, c'est qu'on a des enquêtes qui sont engageantes. On vous permet de créer des enquêtes conversationnelles, donc qui sont plus agréables et qui permettent de maximiser vos taux de participation côté répondant. L'autre élément, c'est le côté personnalisable à 100%, à la fois côté répondant, mais aussi côté utilisateur, pour que ce soit vraiment à votre image et que vos questions en fait soient aussi personnalisées. Et enfin, la simplicité, une prise en main rapide côté outils et de l'actionnabilité, donc c'est vraiment important pour nous, vous permettre de passer à l'action grâce à des éléments de benchmark, donc c'est aussi l'objet de ce baromètre, mais aussi des éléments de contenu qui vous permettent d'accéder à de l'expertise directement dans l'outil, à côté des résultats et
d'aider vos utilisateurs, vos collaborateurs, vos managers à passer à l'action. Mais voilà pour Bloomin. On va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Donc, le programme du jour, c'est de pouvoir vous expliquer dans un premier temps pourquoi on a lancé cette démarche de baromètre, pourquoi peut-être un nouveau baromètre. Ensuite, regarder quel est l'état de l'engagement en France à partir des principaux indicateurs. On a identifié des leviers qui vont qui permettent d'améliorer l'expérience collaborateur et plus concrètement vous aider à passer à l'action et vous donner une méthode pour passer à l'action dans votre entreprise. Je laisse la main à Gaëlle sur la partie pourquoi du baromètre. Merci. Effectivement, on a souhaité. Pourquoi est-ce qu'on a souhaité avoir notre baromètre? Le premier constat, excusez-moi, c'est d'abord les problématiques de nos clients aujourd'hui. Voilà, on sait qu'il y a une pénurie des candidats, et une guerre des talents, et vraiment un enjeu très fort sur la marque employeur et la capacité des collaborateurs finalement à recommander leur expérience collaborateur et leur entreprise. C'est un sujet qui revient beaucoup. Le deuxième point, c'est vraiment l'actualité qui a beaucoup, j'ai envie de dire, chahuté l'engagement ces dernières années. On a eu la crise du Covid qui a vraiment changé le rapport au travail, avec l'arrivée du télétravail aussi, qui fait qu'on est moins proche des collaborateurs et en capacité de savoir finalement ce qui les anime et ce qui les touche. Et puis, plus récemment, la question de l'inflation qui amène aussi des questions d'insécurité et qui peut être source aussi de risques psychosociaux pour certaines personnes, pour certaines populations. Voilà, donc on voit qu'on a vraiment des problématiques, j'ai envie de dire, très différentes aussi selon les secteurs et même les lieux des entreprises. Et puis, parallèlement à ça, on a depuis un petit moment un mouvement de transformation qui agit. On a commencé par une transformation digitale qui s'accélère encore plus avec la démocratisation de l'IA qu'on est en train de voir arriver. Et parallèlement à ça, des enjeux climatiques, sociaux qui touchent beaucoup les candidats. Donc, à la fois un besoin de transformer les business et des attentes des candidats et des collaborateurs qui changent. Donc, un besoin très, très fort de piloter l'engagement et l'expérience collaborateur au global. Et d'ailleurs, c'est un des retours qui a été fait des DRH, puisque c'est l'engagement, c'est un des indicateurs clés. On le voit sur le chiffre suivant, c'est le deuxième indicateur le plus suivi par les DRH avec ce suivi de l'engagement qui est très fort. Vous l'avez compris, après l'enjeu, c'est pas juste de suivre l'engagement, c'est vraiment pour nous de comprendre comment est-ce qu'on agit dessus et qu'est-ce qui agit dessus. Et c'est vraiment dans cet objectif-là qu'on a travaillé sur le baromètre. Donc, on va vous montrer à travers cette étude quels sont les indicateurs qui pour nous sont clés pour suivre l'expérience collaborateur. Qu'est-ce qui montre finalement que les candidats et les collaborateurs sont engagés dans l'entreprise. Qu'est-ce qui en font d'eux des ambassadeurs et qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils seront fidèles. On a pour ça classé finalement 3 types de leviers. Donc, les leviers qu'on appelle les prérequis qui finalement n'agissent que sur le désengagement. Les leviers qui sont moteurs, qui vont agir sur le désengagement et sur l'engagement. Et puis, finalement, les éléments, j'ai envie de dire, un peu compétitifs sur lesquels, quand tout va bien, on va pouvoir capitaliser pour continuer à fidéliser les talents. Vous l'avez compris dans la description de Marc tout à l'heure, le but de Bloomin, c'est d'accompagner les clients à agir. Et le but de toutes ces données-là, c'est vraiment aussi de donner des clés à nos clients pour pouvoir comprendre finalement comment agir comprendre les besoins des collaborateurs et savoir qu'est-ce qui va finalement avoir un impact. Donc, l'idée, c'est que toutes ces données-là, on vous partage l'étude et on sera ravis d'ailleurs. N'hésitez pas à nous ressolliciter ensuite pour la repartager si vous souhaitez la présenter à un comité de direction ou à vos équipes RH. Mais le but, c'est aussi de donner accès à ces données-là plus précisément par secteur, selon vos sujets sur des populations spécifiques dans notre outil avec les questions qui ont été posées ici, qu'on appelle questions essentielles dans notre outil et sur lesquelles les clients auront accès à du benchmark pour pouvoir justement passer à l'action, comprendre quels sont les enjeux et puis agir, prioriser les actions. Mais on va vous en montrer tout de suite un peu plus.
Ouais, merci Gaël. Sur la partie méthodo, très rapidement pour finir et rentrer dans le vif du sujet, donc on a interrogé 1135 salariés français sur mars-avril 2023. Donc, c'est un échantillon qui est dans les résultats nationaux représentatifs de la population française. On a pris comme critères les critères sociodémo INSEE, donc le sexe, l'âge, la CSP, les secteurs et taille d'entreprise. Donc, tous ces critères, vous les retrouvez aussi dans le rapport global, potentiellement, si vous décidez de le recevoir. Donc, 1135 salariés français interrogés, 15 questions essentielles et 7 thématiques. Les thématiques abordées sont celles-ci, donc le travail au quotidien, les conditions de travail, les relations au travail, le management, le développement professionnel, santé, sécurité et mon entreprise. Encore une fois, ce sont des thématiques qui sont issues de notre bibliothèque de questions qui est disponible dans l'outil sur la partie cas d'usage engagement, et les questions sont également issues de cette bibliothèque-là. On a utilisé également 3 indicateurs clés pour mesurer l'engagement. On a souhaité savoir quels étaient les résultats au sein des salariés français. D'abord sur la recommandation, c'est une question qui est quand même assez connue et assez posée par nos clients et certainement de votre côté également. Un des indicateurs les plus utilisés aujourd'hui, qui permet notamment de travailler et de calculer le INPS, l'Employee Net Promoter Score. On le verra plus en détail ensuite sur le mode de calcul. On a ensuite utilisé la motivation. Donc, de manière générale, es-tu content de te mettre au travail tous les matins? Ça permet de déterminer le niveau de motivation et d'énergie. C'est un indicateur qu'on utilise, nous, souvent avec nos clients, qu'on recommande de poser dans les questionnaires de manière récurrente. C'est un bon indicateur de l'esprit, l'état d'esprit des collaborateurs et de l'atmosphère du moment. Et puis la fidélité, donc la question qui parfois peut faire un peu mal pour les clients, qui est: envisages-tu de quitter ton entreprise et ton organisation dans les 12 prochains mois? Je dis que c'est un peu mal parce que je sais que les entreprises sont parfois frileuses à poser cette question, alors que c'est une question qui est assez clé. On a souvent l'impression que si on pose la question, les gens vont quitter l'entreprise, alors que c'est pas, il n'y a vraiment aucune corrélation avec le fait de poser la question et le fait de partir. Ça n'en reste pas moins un indicateur qui est vraiment intéressant et révélateur. On va le voir juste après. Pas forcément à poser de manière très récurrente, mais en tout cas à poser à un moment donné pour suivre l'engagement. Je vous propose du coup, une fois que tout ça est posé, de rentrer dans le vif du sujet. Donc, quel est l'état de l'engagement des collaborateurs en France? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en mai 2023, sur cet engagement? Le premier constat, c'est qu'on peut dire collaborateur, mais pas ambassadeur, quand même avec un point d'interrogation. Pourquoi? C'est que lorsqu'on pose cette question de recommandation, on peut catégoriser les collaborateurs dans 3 types de profils: ce qu'on appelle les promoteurs, donc des salariés qui ont noté entre 9 et 10 la note de recommandation, les passifs qui ont mis une note entre 7 et 8, et puis les détracteurs qui ont mis une note entre 0 et 6. On se rend compte qu'on a uniquement 19% de promoteurs, donc on pourrait considérer d'ambassadeurs, qui notent vraiment, qui recommanderaient très fortement leur entreprise à un proche pour y travailler. Donc moins d'1 sur 5 qui peut être considéré comme promoteur, et puis près de 40% de détracteurs. Donc on a plus de promoteurs que de détracteurs. C'est effectivement ce qui permet d'arriver à un score de moins 20 sur le INPS. Et plus on est effectivement positif ou proche de 0, plus c'est un score qui est positif en termes de promotion de l'entreprise. L'autre élément, l'autre constat de ces résultats, c'est qu'une motivation parfaitement mitigée. Alors pourquoi parfaitement mitigée? Puisqu'on a une bonne répartition entre des très motivés, des moyennement motivés et des démotivés aujourd'hui. 4 salariés sur 10 se déclarent très motivés. Donc on pourrait voir le verre, effectivement, on peut voir le verre aussi à moitié plein plutôt, en disant on a plus de très motivés que démotivés. C'est déjà un premier constat. Malgré tout, voilà, on a une note de 6 sur 10 au global, donc c'est plutôt une note moyenne. Donc on a encore des choses à faire sur ce volet-là pour motiver les salariés, très clairement. Le troisième élément, c'est une fidélité trompeuse. Effectivement, quand on pose la question de fidélité, d'intention de rester, on a 70% qui nous disent avoir l'intention de rester. Donc là encore, on peut voir le verre à moitié plein, la grande majorité a l'intention de rester. 30% qui déclarent l'intention de quitter l'entreprise, donc ça reste quand même une part qui est
non négligeable, qui est plutôt stable par rapport notamment aux derniers chiffres, à notre dernière vague, et puis ce qu'on peut voir aussi dans d'autres études. Donc plutôt stable. En revanche, est-ce que c'est un bon score ou pas? Est-ce qu'il faut se féliciter de ça? Et qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce que finalement, on se pose la question, est-ce que ton entreprise, tu l'aimes ou tu la quittes? Finalement, c'est pas si simple que ça. On se rend compte notamment quand on regarde les populations démotivées, plus de la moitié des personnes qui se disent démotivées n'ont pas l'intention de quitter leur entreprise dans les 12 prochains mois. Et également, un autre chiffre, on a 25% des salariés qui se disent intentionnistes de rester, qui recommanderaient leur entreprise. Donc, c'est pas on n'a pas parmi ceux qui souhaitent rester une grosse part de promoteurs dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut aller un peu plus loin que ça, que suivre uniquement l'intention de rester ne sera pas suffisant. Suivre la motivation ne sera pas suffisante non plus. Donc concrètement, quel indicateur suivre? Ce qu'on on vous recommande aujourd'hui, et ce qu'on a fait comme exercice, c'est d'aller croiser la motivation et la fidélité, qui sont pour nous deux indicateurs qui sont complémentaires et qui permettent finalement de suivre l'engagement de manière plus précise et de définir des profils en fonction de vos collaborateurs. Donc Gaëlle, si tu veux en dire un peu plus. Oui, donc on a choisi, merci, on a choisi de définir 6 types de profils avec 3 niveaux de motivation et 2 niveaux de fidélité. L'idée, c'est de se dire, donc on va détecter finalement les très engagés et les opportunistes qui sont toujours à la recherche finalement de la meilleure offre, qui veulent aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, mais sur lesquels on va pouvoir travailler finalement avec les éléments compétitifs. Ensuite, on a dégagé finalement les personnes qui sont très désengagées et résignées. Donc, alors les résignés étant ceux qui sont désengagés, qui ne sont plus motivés, mais qui souhaitent rester dans l'entreprise, avec l'idée que c'est des populations sur lesquelles il peut être plus difficile de travailler et sur lesquelles on peut choisir ou non de passer du temps à vouloir revenir finalement vers le tronc du milieu, qui est finalement un petit peu les personnes qui sont pas décidées finalement ni d'un côté ni de l'autre. Et pour nous, c'est vraiment ça qui est important, c'est d'arriver à ramener à confirmer et les à risque finalement vers de l'engagement. On a fait ce choix-là de couper en 3 plutôt qu'en 2 sections parce qu'on pense que c'est pas blanc ou noir et qu'il y a souvent une population justement sur laquelle il faut travailler pour engager plus, mais qui est pas forcément très loin de l'être. Donc c'est sur celle-ci qu'on a voulu la mettre en avant et vous donner aussi des clés pour avancer. Et vous voyez, c'est ce que disait Marc tout à l'heure entre la fidélité et la motivation, on a toujours des personnes qui sont des deux côtés malgré l'engagement fort ou faible. Donc c'est aussi un niveau, un levier de travail. Pour vous donner une idée, et alors on l'a mis dans le sondage tout à l'heure, sur la population des très engagés, donc je vais aller voir ce que vous avez mis, mais on a quand même, c'est plutôt une bonne nouvelle, une personne sur 3 qui est très engagée, et vous étiez 42%, 10 personnes à répondre ça, donc quand même une bonne réponse pour la plupart d'entre vous, 16%, et quand même 2 très optimistes qui pensaient à 55%. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait arriver finalement pas loin des 55% si on arrive à ramener, à confirmer dans les très engagés. Et pour nous, c'est vraiment sur cette population-là qu'il faut peut-être travailler en priorité. Et puis, les opportunistes et à risque, on va pouvoir travailler sur les leviers de fidélisation. On va vous montrer ça. L'autre mauvaise nouvelle, je pense que c'est les 30% finalement de désengagés sur lesquels c'est quand même intéressant de pouvoir en ramener une partie, je pense, dans les à confirmer à risque. On sait qu'on aura du turnover et qu'il y en a forcément. Et puis dans les résignés, est-ce qu'on souhaite que des personnes désengagées restent dans l'entreprise? On parle de démission silencieuse, on est typiquement sur cette population-là. Donc, il y a quand même un travail à faire pour que ce ne soit pas en plus des détracteurs au sein de l'entreprise et qui ne fassent pas aller les choses dans l'autre sens, j'ai envie de dire. Si on continue sur ces leviers-là, je te laisse continuer sur la manière d'agir. Effectivement, important du coup d'aller de bien identifier ces profils-là pour derrière savoir sur quel levier agir. Donc, ce
souhaitez faire derrière. Pour agir concrètement, il faut du coup identifier les leviers d'influence sur ces deux indicateurs, motivation et fidélité. Voilà. Quels sont les leviers pour agir concrètement sur l'engagement? Ce que l'on a souhaité faire ici, c'est d'aller un peu plus loin que juste avoir des statistiques descriptives. On a utilisé une analyse secondaire, une analyse statistique secondaire qui permet d'aller un peu plus loin, qui est la matrice de Liosa. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette méthode ou cette technique si vous avez déjà réalisé des enquêtes et des analyses. C'est un type d'analyse qui est souvent utilisé lorsqu'on s'intéresse à savoir quels sont les leviers de satisfaction ou d'insatisfaction ou de fidélité ou d'infidélité des clients côté B2C qu'on a souhaité transposer côté collaborateur. Ça nous a semblé intéressant. Ce qui nous permet de définir une matrice finalement et d'identifier les leviers qui vont avoir une influence sur le désengagement. C'est-à-dire que si on est mal positionné sur ces éléments-là, on aura une baisse de l'engagement. Et puis des éléments qui vont agir plutôt sur l'engagement et donc aller renforcer ou développer l'engagement. Parfois, on a les deux. Donc, ce qui fait qu'on a 3 types de catégories de leviers qui sont importants. Les prérequis sont ceux qui vraiment finalement sont votre base, on va le voir après, qui vont influer, si vous êtes mal évalué dessus, qui vont vraiment influer sur le désengagement. Donc, il faut s'attacher à avoir cette base importante et satisfaisante. On a ensuite des éléments moteurs qui vont être à la croisée des deux et qui vont permettre, s'ils sont bien évalués, de renforcer, développer l'engagement, et s'ils sont mal évalués, d'influencer sur le désengagement. Et ensuite, on a des éléments qu'on a qualifiés d'excellence, qui sont des leviers qui vont vous permettre de travailler plutôt l'engagement que les engagements. C'est-à-dire que si vous êtes moins bien évalué dessus, ça ne va pas forcément faire partir, ou ça ne va pas forcément être le déclencheur effectivement du désengagement. En revanche, si vous êtes très bon dessus, ça va être un élément d'attractivité et de rétention de vos collaborateurs. Donc, on va vous présenter maintenant justement ces 3 types de leviers, quels sont les leviers qui en ressortent pour vous permettre d'agir concrètement en fonction de vos situations. Merci. Donc, effectivement, le premier levier, ce sont les prérequis. Donc, les prérequis, c'est ce qui agit uniquement sur le désengagement. C'est-à-dire que si vous l'améliorez, quelqu'un qui est déjà satisfait, vous n'améliorerez pas sa satisfaction. Par contre, quelqu'un qui est insatisfait, vous allez pouvoir agir sur son insatisfaction. Et là, donc, c'est la question qu'on vous a posée. D'après vous, quels sont les leviers qui ont le plus d'impact sur le désengagement? Je regarde juste la réponse pour voir. Vous avez mis les 2 premiers, le sentiment d'utilité au travail et la relation avec le manager. Eh bien, alors ça a été une des surprises aussi, hein, mais la relation avec le manager ne fait pas partie des prérequis. Et vous allez le voir, on a d'autres attentes. Les 2 premiers, vraiment les 2 premiers leviers qui ressortent, c'est à peu près à égalité hein, sur l'impact. C'est le contenu des missions et le sentiment d'utilité au travail. Ça rejoint vraiment ce qu'on entend aujourd'hui sur le sens. Le premier point, c'est le contenu des missions. On sait que c'est le premier critère des candidats et c'est vraiment un sujet à continuer à travailler. Voilà, ça peut être à l'occasion des entretiens annuels, mais au quotidien, on parle d'autonomie, on parle aussi de sur quel métier, sur quelle technologie on agit, et on parle aussi de plus en plus des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, sur lesquelles les collaborateurs savent qu'il peut y avoir de l'automatisation. Voilà, il y a un sujet aussi là-dessus qu'on voit apparaître dans les commentaires des collaborateurs. Le deuxième point, c'est, je dis le deuxième, mais il est vraiment à égalité avec le contenu d'émission, c'est le sentiment d'utilité. On parle de sens au travail, le but, c'est pas de se dire que tout le monde veut, j'allais dire sauver le monde, mais c'est vraiment de sentir le lien entre mes missions et l'impact que ça a pour l'entreprise. C'est en quoi je contribue finalement à la mission de l'entreprise. Et c'est très important, et on le voit dans les retours, de savoir que le travail est utile et qu'il a un impact. Chez Bloomin, on utilise la méthode des OKR, mais c'est ça, c'est de relier finalement ce qu'on fait au sens et de comprendre comment ça agit sur le collectif, sur l'équipe d'à côté, sur le global. Le troisième point, c'est, alors, si tu veux, voilà, je disais, on a posé la question de la relation avec le manager et on a posé une autre question sur l'aide et le soutien du manager. Et clairement, c'est ce soutien qui est attendu en prérequis.
La question, c'est as-tu de l'aide de ton manager quand tu en as besoin? Et clairement, ça fait partie des prérequis qui agissent sur l'insatisfaction. On sait que le soutien, c'est un des facteurs le manque de soutien est un des facteurs de risques psychosociaux, mais clairement, c'est le soutien du manager qui est sollicité. On a posé aussi la question sur les collègues qui n'apparaît pas finalement directement dans les leviers. Le dernier point, c'est la confiance en l'avenir de l'entreprise, qui est un sujet qui remonte et qui, je pense, est un ancrage aujourd'hui dans les situations de transformation qu'on vit. Donc, on voit vraiment dans les prérequis du sens au travail, les missions, et à la fois un lien au manager, le sens du soutien du manager, et puis un lien avec l'entreprise, dans quelle entreprise je travaille et dans quelle entreprise je m'inscris. Voilà pour les prérequis. Je regarde si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a une question sur pourquoi le sens du domaine RH et pas métier. Alors là, parce que je pense que c'est dans les deux sens. Là, l'idée, c'est pas forcément, mais comment dire, c'est plus de sentir. La question, elle est posée dans l'impact. Est-ce que je connais? Est-ce que je comprends? Est-ce que mon travail a un impact? Et on sent que les personnes qui répondent qu'elles n'ont pas d'impact dans leur travail, qui pensent que ça n'a pas d'impact, ça crée de l'insatisfaction. Donc là, c'était vraiment dans ce sens-là. Ça n'empêche pas le sens. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, en fait, si vous pouvez la préciser, parce que j'ai l'impression que ce serait du domaine RH. Je pense que si c'est d'avoir un impact dans son métier, pas que... Alors, c'est peut-être pour le domaine d'action RH. Bon, je vous laisse repréciser la question, parce que je pense que je me suis un peu perdue. L'idée, en tout cas, sur le sentiment d'utilité, c'était, on a posé la question de pensez-vous, j'ai plus la question en tête, mais c'est pensez-vous que votre travail est utile? Et c'est ça qu'on a relié à la satisfaction. Je regarde juste les. Je sais pas si tu veux réagir. Non, mais après les limites, effectivement, ça fait partie. Je pense qu'il faut intégrer ça ça fait partie du domaine RH a priori, donner du sens au travail. Bien sûr, ça se concrétisera côté métier, côté opérationnel. Et donc, il y a le rôle des métiers est clé dessus. Mais il faut que ce soit une posture globale et que ça fasse partie des enjeux et des objectifs de base lorsqu'on accueille nos collaborateurs, s'assurer que la mission, l'utilité, le soutien de manager et la confiance en l'entreprise sont bien présentes et sont bien partagées par tout le monde. Oui, je réagis parce que je vois les précisions effectivement de Thierry Vitali. Effectivement, oui, on est d'accord que c'est pas en lien avec le métier. L'idée, c'est justement de voir comment est-ce que je contribue avec la mission de l'entreprise, donc qui est liée au métier. Ça peut être dans la satisfaction des clients, ça peut être dans la stratégie. Effectivement, c'est forcément relié au métier et c'est justement c'est lié au travail directement finalement. Une question sur comment évoluer le volume des tracteurs et des engagés ces dernières années. On a malheureusement à notre niveau pas l'historique sur cette question-là et c'est très compliqué de trouver des données globales. Donc je pense qu'on est un peu les premiers à partager ça. En tout cas, c'est pas si simple que ça d'aller trouver un NPS par exemple sur les salariés français. Parce que peut-être qu'on a du mal à le partager parce qu'il est négatif et en fait souvent on porte à dire, je vois des conseils qui passent en mode il faut que votre NPS soit autour de 10 ou de 15 ou de 20 pour être un bon NPS. Dans le monde de l'entreprise, dans le monde de produits, de marques, c'est vrai. Dans le monde de l'entreprise, c'est plus complexe que ça. Et ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre des entreprises, ça va dépendre de beaucoup de choses en réalité. Et déjà s'approcher de zéro en termes de NPS, c'est positif pour une entreprise. C'est avoir un score qui dépasse le zéro, qui est positif, c'est-à-dire qu'on a plus d'ambassadeurs que des détracteurs, encore une fois. Et les ambassadeurs, c'est des personnes qui notent entre 9 et 10. Et on sait que, en fonction aussi de la façon dont on note dans un pays, par exemple, et en France, on a beaucoup de mal à mettre souvent des notes entre 9 et 10, même si on est très satisfait. Donc,
voilà, c'est pas simple que ça. J'ai pas en revanche d'évolution sur le NPS malheureusement à vous donner. C'est pour nous un point zéro. Et si vous en avez, je suis preneur en tout cas. On passe oui, effectivement, la vision aussi côté résultat en France, c'est intéressant également. Oui, effectivement. Alors, on a voulu relier la définition des leviers où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France. La bonne nouvelle, c'est que sur le sentiment d'utilité et le contenu d'émission, finalement, alors, ça reste des moyennes. On a des collaborateurs qui sont plutôt satisfaits. Par contre, le point qui pêche, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'aide et soutien du manager. Alors, c'est à mettre au regard aussi des transformations managériales qui sont en cours et le changement depuis un petit moment, mais le changement du rôle du manager, on voit qu'il est très attendu. Et je pense dans les contextes de changement, d'autant plus, et sur l'aide à la décision, justement, dans ces changements. La confiance en l'avenir de l'entreprise, c'est quelque chose qui, on voit qu'il y a de plus en plus d'attentes de collaborateurs de comprendre la stratégie, une demande de transparence et de pédagogie aussi, finalement, sur les décisions qui sont prises et les enjeux qui crée finalement avec tous les changements environnementaux qui créent des questions chez les collaborateurs sur l'avenir et la confiance. Voilà, c'est vraiment les points. Après, ça reste des moyennes. Et ce qu'on vous recommande vraiment, c'est d'aller finalement visualiser ces résultats dans votre entreprise, parce que là, on vous transmet un panorama global. On a pu voir aussi que dans notre étude, on ne peut pas tout vous détailler là, que selon certains secteurs, on a des résultats qui sont meilleurs que dans d'autres. Ça, vous retrouverez les résultats dans le rapport global. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir agir finalement là où c'est important pour vous et là où vous avez une marge de manœuvre, toujours en amélioration continue. On peut peut-être, alors oui, on vous a remis quelques exemples de commentaires des collaborateurs pour comprendre quelles sont les attentes. Est-ce que, donc, une fois qu'on a levé les prérequis, donc on aurait agi finalement sur les leviers d'insatisfaction, on vous propose de découvrir ce qu'on appelle les leviers moteurs, donc qui vont agir à la fois sur la démotivation, sur le désengagement et sur l'engagement. On en a donc identifié 3 qu'on peut peut-être regarder. Le premier, c'est l'ambiance au travail. L'ambiance, on sait qu'elle a été, et on verra tout à l'heure que c'est un vrai sujet. En ce moment, c'est le sujet de l'équipe, c'est aussi le sujet de la proximité qui a été un petit peu mis à mal par le Covid et qui demande finalement à être de plus en plus travaillée. Voilà. Et puis des postures, ça reste encore aussi un des enjeux de la posture managériale. Beaucoup d'attentes sur le manager et puis sur le collectif, voilà, de créer ce lien et cette culture d'entreprise pour aller tous dans le même sens, mais apprendre aussi à se connaître, ce que le travail hybride permet peut-être un peu moins pour créer plus d'empathie et puis une meilleure ambiance au global et une meilleure circulation de l'information, des projets, un collectif plus fort. Le deuxième point, et pour moi c'est un des gros apprentissages de l'étude, c'est l'accompagnement du développement professionnel. C'est pas parce qu'on fait plus toute sa carrière dans la même entreprise qu'on n'est pas en attente finalement d'un accompagnement sur ses compétences, même sur les choix de carrière. On sait que les métiers évoluent à toute allure et que ça ne fait que commencer. Et je crois que ça crée des attentes assez fortes finalement du côté des collaborateurs. Alors, on sait que côté entreprise aussi, ça bouge et qu'il commence à y avoir des offres. Et puis des dispositifs, mais on sent qu'il y a une grosse attente de ce côté-là et ça agit des deux côtés. Finalement, ça veut dire que les entreprises qui ne font pas, c'est un sujet d'insatisfaction et de démotivation, mais en agissant là-dessus, même avec des personnes déjà motivées, vous allez accroître la motivation. Le troisième point, c'est les moyens et ressources pour accomplir son travail. On le sait, et moi, j'aime bien dire que qualité de vie au travail, c'est aussi qualité du travail, c'est-à-dire la capacité de bien faire son travail et d'être satisfait de son travail. Et on voit que ça ressort vraiment comme quelque chose qui agit des deux côtés. Et avec la digitalisation, on voit que on peut faire le même métier avec des outils assez différents et finalement, ça a un impact très différent sur le résultat et sur le quotidien au travail. Donc, c'est quelque chose qui est aussi sollicité par les collaborateurs. On peut vous montrer justement les résultats sur ces 3 points.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'ambiance au travail, il y a quand même un sujet. Alors, on pourrait penser que c'est le travail hybride, mais il n'y a pas que ça, parce qu'on a vu dans les résultats que le secteur finalement qui a les moins bons résultats dans ce qu'on a pu regarder, c'était l'industrie, et avec aussi un sujet sur la catégorie socio-professionnelle des ouvriers. Donc voilà, des sujets, encore une fois, à aller creuser dans votre entreprise en fonction de votre situation. Le deuxième point qui est à 6,2, c'est les moyens et ressources. Et là, je pense que pareil, on est quand même sur des résultats très hétérogènes selon les secteurs et selon les activités. Et le dernier point, j'en parlais, et je pense que là, on a clairement un gros décalage entre les attentes et le résultat. Enfin, si on se dit que l'accompagnement du développement professionnel, c'est vraiment, ça agit sur l'insatisfaction, ça agit sur la satisfaction, et qu'en même temps, on a plus de la moitié des collaborateurs qui se sentent pas bien accompagnés. Je crois que voilà, il y a une priorité à mettre en avant très forte là-dessus. Et pour terminer, juste pour compléter, on a pu mener aussi d'autres analyses pour nos propres clients sur leurs propres résultats aussi. On se rend compte que les clients qui sont très bien placés côté INPS sont des clients qui investissent beaucoup dans l'accompagnement des développements professionnels et qui sont bien placés là-dessus. Donc ça vient vraiment compléter et surtout aller dans le même sens que ce qu'on a identifié là comme levier. L'accompagnement professionnel est vraiment un élément qui va être important. Voilà. Et on va terminer sur les leviers d'excellence. Donc là, quand vous en êtes là, ça veut dire que déjà, vous avez déjà fait un gros travail. Les leviers d'excellence, l'idée, c'est vraiment donc on n'agit plus sur l'insatisfaction. Ça veut dire que vous avez levé les leviers d'insatisfaction déjà. Et vous allez pouvoir travailler sur l'engagement, donc pour continuer à engager ceux qui sont déjà engagés, et puis peut-être pour ne pas aller voir à l'extérieur ceux qui sont engagés, mais qui se demandent ce qui se passe ailleurs. Les deux premiers points qui ressortent, c'est la reconnaissance et la rémunération. Alors, ça peut être lié, mais ça ne l'est pas toujours. Dans la reconnaissance, on entend aussi tout ce qui est feedback, tout ce qui est célébration des succès. Ça rejoint un petit peu aussi le côté, ce qu'on disait, de relever l'impact finalement de ce qu'on fait et que ce soit visible par le management, mais aussi par le reste de l'entreprise, et de pouvoir mettre en avant finalement ses réussites. Le deuxième point, c'est la rémunération. Donc, voilà, on le sait que c'est un outil de fidélisation. Ça peut être c'est un outil de reconnaissance quand c'est relié directement au résultat. Juste un petit point là-dessus sur la rémunération. On voit que entre les chiffres et le ressenti, on n'est pas toujours lié. Donc, je pense qu'il y a un gros travail de pédagogie, de communication. Le bilan social individuel, ça peut être un levier aussi pour mettre en avant finalement ce qui est déjà fait. Et puis une attente alors de plus en plus grande, et puis je pense qu'on va être peut-être poussé aussi par la législation sur la transparence justement sur la politique salariale, avec des demandes de cohérence aussi, de comprendre finalement les règles qui s'appliquent, avec des attentes d'équité sur la rémunération qui par ailleurs se recoupe à la reconnaissance si on a des règles claires qui sont liées aux résultats. Le troisième point, c'est la considération par l'entreprise des impacts du travail sur la santé psychologique. Donc ça, on voit que c'est un sujet qui monte chez tous nos clients. C'est un sujet, alors avec la levée des tabous finalement sur la santé sociale, qui monte aussi dans la prise en compte des collaborateurs qui ont moins de problèmes finalement à en parler, et surtout pour qui c'est important de savoir qu'ils sont dans une entreprise qui prend ce sujet-là en compte. Voilà, et on voit que c'est un sujet qui monte partout. Et dernier point, c'est la relation avec le manager. Donc, c'est ce qu'on disait, le prérequis, il est sur le soutien. Par contre, pour la fidélisation, quand on a une bonne relation avec un manager, on a plus de difficultés à partir, donc c'est un vrai levier. Voilà. Et il y a un sujet, je pense, qui revient au global sur l'accompagnement du management. Par rapport à ces leviers d'excellence, donc on en a... Voilà, la relation avec le manager est plutôt bonne, et donc ça c'est une bonne nouvelle parce que finalement on peut s'appuyer sur ce sujet-là. La rémunération avantage, ça je pense qu'on est sur des résultats extrêmement hétérogènes, donc à vous d'aller voir aussi selon votre secteur. Et par contre sur les deux derniers sujets qui sont quand même des sujets clés et très attendus,
Je pense que reconnaissance et la considération du travail sur la santé mentale, c'est un des sujets qui va monter aussi, je pense, dans les mois ou dans les années qui viennent. Est-ce que vous avez des questions? J'ai regardé s'il y avait des questions par rapport à ces sujets-là. Ok, non, pas de questions sur le sujet. Voilà, vous l'avez compris, l'idée, là, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui agit et où est-ce que vous en êtes pour vous déterminer vos priorités. Donc là, si on reprend un petit peu la photographie de tout ce qu'on a fait, vous pouvez voir que sur les prérequis, au global, finalement, on est sur des résultats qui sont plutôt dans les atouts, un petit peu dans les points de progrès. Par contre, sur les moteurs qui agissent sur l'engagement et le désengagement, on a l'ambiance de travail, moyens et ressources sur lesquels on a moyen d'agir et on a clairement des moyens à mettre sur le développement professionnel. Et puis ensuite, pour être compétitif, on peut travailler sur les derniers points de rémunération, des impacts sur la santé et de la reconnaissance. Merci Gaëlle. Donc on a vu là aujourd'hui quels sont les leviers après cette analyse au sein des salariés français. Maintenant, comme on l'a dit au début, toute entreprise est différente également. Et ce qu'il faut, sur quel point il faut que vous puissiez vous-même travailler. Donc par où commencer dans votre entreprise? Ce qu'on va vous recommander dans un premier temps, c'est effectivement de vous mettre dans la posture où il faut vraiment identifier la situation de votre entreprise pour savoir quels sont les leviers à activer. D'accord ? Donc les leviers vont vraiment dépendre de votre situation. Le premier point, c'est donc d'aller identifier le niveau d'engagement de vos collaborateurs. Idéalement, d'aller réitérer finalement ce même exercice chez vous. Savoir combien vous avez de très engagés, d'opportunistes, de résignés, de désengagés, etc. Puisque ça ne sera pas la même chose, ce ne sera pas les mêmes efforts à mettre selon que vous ayez 10% de très engagés ou 50% de très engagés, par exemple, je vous le souhaite. Mais effectivement, on ne va pas mettre les efforts au même endroit en fonction de ces résultats. Donc, savoir où mettre les efforts pour ensuite potentiellement faire bouger les lignes et faire bouger vos collaborateurs d'un profil à un autre. Parfois, la frontière, elle va être assez fine. C'est aussi pour ça qu'on a choisi d'avoir ces 6 profils plutôt que 4 ou 2 schématiquement, parce que le cœur mou, encore une fois, à confirmer ou à risque, représente quand même une part qui, on l'a vu, non négligeable. Donc, mettez en œuvre vos plans d'action en fonction de vos profils. Encore une fois, on sait qu'il y a des prérequis qui vont agir sur le désengagement lorsqu'ils sont mal évalués. On a des moteurs qui jouent sur les deux et puis des leviers d'excellence. Ce qu'on vous a mis et indiqué ici, c'est a priori quels sont les leviers sur lesquels agir selon les différents profils que vous aurez. Quand on est sur des profils résignés, désengagés, on va d'abord aller s'assurer que les prérequis sont bien remplis, sont bien partagés par les collaborateurs, et ensuite peut-être travailler sur les moteurs, mais déjà travailler sur les prérequis sera la base pour s'assurer qu'on n'a pas forcément envie qu'on ne quittera pas l'entreprise. Et puis ensuite, voir comment on peut passer de profil à un autre. Donc, vous avez aujourd'hui, finalement, l'ensemble des éléments qui vont vous permettre, une fois que vous avez cet état des lieux, qui vont vous permettre d'agir sur vos profils et de passer de résigné à confirmé ou de confirmé à très engagé en activant les différents leviers qu'on a vus là, notamment les éléments moteurs et d'excellence qui sont assez intéressants lorsqu'on commence à se situer sur ces profils du milieu et les profils d'engagés. Donc le point important, encore une fois, c'est celui-ci, c'est 1, identifier vos profils, 2, mettre en place les efforts au bon endroit. Si jamais vous n'avez pas l'occasion effectivement de faire cet état des lieux, le postulat qui est à avoir en tête, c'est que si vous avez un niveau d'engagement élevé dans votre entreprise, et vous savez qu'il est élevé, c'est d'abord les éléments moteurs et d'excellence qu'il faudra entretenir et développer. Si en revanche votre niveau d'engagement connu est plutôt faible ou moyen, allez travailler d'abord sur les prérequis, les éléments moteurs. Ça ne sert à rien de travailler sur les éléments d'excellence si les prérequis et les moteurs n'ont pas été travaillés au préalable.
Voilà, est-ce que vous avez des questions avant de peut-être conclure? Il est effectivement 11h44, donc on est plutôt pas mal sur le timing. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Je ne crois pas depuis. Non, il y avait juste une question sur est-ce que le support sera envoyé? Oui, vous aurez le rapport complet qui vous sera envoyé à la fin. Oui, tous les personnes inscrites, effectivement, ont accès à la fois au replay et puis au rapport complet qui va plus loin que ce support-là, avec vraiment des éléments aussi question par question, avec des différences par secteur. Et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions spécifiques sur certains secteurs, sur certains profils. On est capable d'aller creuser. On a vraiment une masse de données assez intéressante qui nous permet d'aller... la base est importante pour pouvoir creuser les éléments derrière. Peut-être quelques éléments, le temps qu'il y ait peut-être d'autres questions. Quelques bonnes pratiques et recommandations, ces 5-là, c'est écouter vos collaborateurs, c'est vraiment la clé pour identifier vos profils et les leviers, donc pour mesurer l'engagement, identifier vos profils. Définissez ensuite les plans d'action en fonction de ces profils-là et pas en fonction d'a priori ou de leviers très globaux. On aurait pu faire le choix aussi de vous lister les éléments qui sont les plus corrélés et puis basta. L'important pour nous, c'est vraiment de vous projeter dans votre entreprise et de mettre en place des choses qui soient les plus cohérentes, les plus pertinentes par rapport à votre situation. Mettez en œuvre ces actions et bien sûr itérez, mesurez, écoutez régulièrement vos collaborateurs. Les bons KPI aussi à la bonne fréquence, on a différents KPI, comme on l'a dit, qui sont la motivation, la recommandation, la fidélité. On les a reclassés par ordre par fréquence, on va dire. Ce qu'on recommande à nos clients, en tout cas, c'est d'avoir une fréquence une récurrence sur la motivation en termes d'indicateurs et de mesures qui sera plutôt entre le mensuel et le trimestriel, on va dire, mais la bonne fréquence souvent utilisée, c'est plutôt tous les 2 mois, qui permet de suivre cette motivation et un niveau d'engagement intéressant. La recommandation, on va nous la recommander plutôt trimestriellement 2 fois par an, et puis la fidélité va vous permettre justement de travailler ces profils. Et on recommande de la poser à minima 1 fois par an, sinon 2, peut-être 3 fois par an, mais 1 à 2 fois par an, c'est suffisant pour définir vos profils justement et savoir où sont vos efforts à mettre. Donc Stéphane, je vois votre question effectivement, comment calculer les pourcentages de chaque profil. Justement avec ces 2 questions de motivation et fidélité qui permet derrière, avec les croisements, de répartir vos collaborateurs dans ces 6 profils. Donc ça, on peut bien sûr vous aider sur la méthode et sur la mise en place. Soit effectivement vous utilisez le baromètre qui existe en tant que modèle dans Bloomin, soit on met en place vraiment quelque chose de dédié, mais on vous accompagne là-dessus. Et on vous recommande également de passer à l'action, c'est de mettre en place cette démarche-là concrètement avec des outils. Alors Bloomin le permet et vous permet d'accéder à des bibliothèques de contenu, d'expertise, du conseil, de l'analyse en temps réel, maintenant des données de benchmark qui sont directement dans l'outil et en cliquant finalement sur certains boutons qui seront accessibles sur l'outil vous permettront d'accéder à ce contenu directement en fonction de vos résultats. Vous aurez du contenu associé avec des scores par critères, par critères sociodémographiques et puis des conseils et pistes d'action quand on peut effectivement aller jusque-là. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter. On sera ravis de pouvoir vous accompagner et vous recommander les bonnes démarches à mettre en place. Et encore une fois, vous recevrez le rapport complet qui va vraiment plus en détail que ce qu'on vous a présenté là. Mais ce qui nous semblait intéressant, c'est de mettre en évidence les leviers qui, encore une fois, vont dépendre de votre situation et des efforts à mettre en fonction de votre situation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois pas de nouvelles questions. Si vous en avez, c'est le moment. Ah, si, il y a une question. Il y a quelques questions qui sont en train d'arriver, je pense. Ouais. Non. Bon, en tout cas, on vous l'a dit, n'hésitez pas à nous solliciter aussi si vous souhaitez aller plus loin sur les résultats et si vous souhaitez des présentations
pour aller plus loin dans l'analyse. On propose. Okay. Je pense que voilà. Non, je pense qu'on n'a pas de nouvelles questions. Ok. Merci à tout le monde. On sera ravis de vous envoyer la présentation encore une fois. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter. On peut également faire une intervention spécifique chez vous, que vous soyez client ou pas. On sera ravis de pouvoir vous présenter ou de présenter à vos collaborateurs ou vos codires ou COMEX les résultats avec plaisir. Voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Merci à vous tous. Merci. Et une très belle journée.